Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois. Permettez-moi, comme d'habitude, de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle. Je salue son président, André Bousser. Remerciements également à Orange, sa déléguée régionale, Patricia Lecoq. Bonjour madame. Je remercie aussi l'artisan joaillier Alexandre Bianchi. J'en profite aussi pour saluer notre partenaire audiovisuel, Y-Vision, et son dirigeant Grégory Retter, car comme vous le savez, cette émission est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Et je salue aussi la présence de notre journaliste politique Aurélia Salinas avec nous ce matin. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité locale pour parler de son actualité, de l'enjeu de nos territoires, politiques ou économiques. Après Patrick Weiten et après Isabelle Roche et avant François Grosdidier le mois prochain, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Metz. Vous êtes bien installé, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Mathieu Klein, vous avez 47 ans, vous êtes né en Moselle, à Phalsbourg. Vous êtes membre toujours du Parti socialiste, nous y reviendrons tout à l'heure. On connaît votre parcours politique, vous avez été élu président du département de Meurthe-et-Moselle en 2014, suite à la disparition tragique de Michel Dinet, dont vous étiez un très proche. Vous n'êtes plus évidemment aujourd'hui patron du département, puisque vous avez conquis la mairie de Nancy en 2020, détenu alors par Laurent Hénard, et vous avez été élu dans la foulée président de la métropole du Grand Nancy. Nous allons évidemment parler politique, mais avant tout, puisque nous sommes ici à Saint-Symphorien, évoquons un peu de football, quelques nouvelles de l'AS Nancy-Lorraine, qui malheureusement, suite à la dernière journée de championnat, a été reléguée, en tout cas pour l'instant, en National 2, l'équivalent de la 4e division. Ça, c'est sur le côté sportif. Il y a une petite espoir, je crois, que sur tapis vert, le club puisse se maintenir. Mathieu Klein, dites-nous, que s'est-il passé? Comment expliquez-vous cette descente aux enfers de la SNL? Déjà, me faire venir au stade Saint-Symphorien cette semaine, il fallait mettre la barre haut, donc vous l'avez fait. Hasard du calendrier, mais bon. Je suis évidemment, comme toutes les Nancéennes et tous les Nancéens, très triste de cette saison sportive qui a été extrêmement difficile. Et c'est d'ailleurs d'autant plus difficile que il y avait près de 20 000 spectateurs au dernier match à Picot, que pour des matchs de national, le niveau d'engagement des supporters était particulièrement important et remarqué. Nancy a, comme Metz d'ailleurs, une histoire sportive tout à fait remarquable. Et aujourd'hui, se voir potentiellement relégué en National 2, oui, je ne peux pas vous dire autre chose que ça fait très mal au cœur. Maintenant, il faut prendre ses responsabilités. La métropole du Grand Nancy avait maintenu un engagement élevé, y compris lors de la descente en nationale l'année dernière, puisqu'on était passé de la Ligue 2 à la nationale au début de la saison dernière. Nous avions maintenu, alors qu'on passe en nationale, à plus de 550 000 €, un soutien du Grand Nancy à la SNL. Nous continuerons à accompagner la SNL, mais j'attends maintenant, moi, des dirigeants, des actionnaires, j'allais le dire, qui prennent leurs responsabilités. On ne peut pas avoir une stratégie saison par saison à courte vue. Il faut un investissement dans la durée, il faut des équipes sur le site en permanence, et je veux saluer les salariés de la SNL, parce qu'eux aussi vivent des moments difficiles, des équipes sur le site, des dirigeants engagés, une stratégie sportive à moyen, long terme, pas seulement à court terme. Et puis voilà, d'autres grands clubs, Le Mans, Strasbourg, ont connu aussi des descentes aux enfers. Parfois, il faut toucher le fond de la piscine pour taper du talon et remonter. Je suis certain et convaincu que le foot a un bel et grand avenir à Nancy. Il a une belle et grande histoire et il a un bel et grand avenir. Donc ce n'est pas des raisons sportives, c'est aussi des raisons économiques, d'investissement, de stratégie en tout cas. De sous-investissement. De sous-investissement. Et de sous-stratégie, oui, c'est certain. On a vu, ou pas vu d'ailleurs, l'investissement des actionnaires. Il y a eu un changement d'actionnariat, des changements de dirigeants. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion avec tout le monde, comme les... Vous les avez depuis cette semaine, vous les avez eu au téléphone, les actionnaires? On a recommencé à discuter avec eux. Je les avais vus à Picot il y a quelques semaines, où on avait pu aussi, contre Avranches, où on avait pu avoir un échange. Mon vice-président chargé des sports, Hervé Ferron, est en contact très régulier avec eux. Donc nous leur avons dit
à la fois notre souhait de continuer à accompagner le club. Le Grand Nancy sera vraiment au rendez-vous parce que nous voulons que la SNL retrouve sa superbe et je crois que je suis convaincu que c'est possible. Maintenant, à eux de faire leur part du travail. Même si le club risque de perdre son statut professionnel s'il descend. Si la confirmation de la descente en National 2 se fait à l'issue des arbitrages de la DNCG dans les semaines qui viennent, oui, bien sûr que c'est aussi ça le vrai drame, c'est-à-dire plus de centres de formation, perte du statut professionnel, ça veut dire tous les joueurs libérés de leur contrat, c'est recommencer à zéro. Alors nous verrons, on va attendre la DNCG, on va attendre la situation des autres clubs, puisque c'est aussi en fonction de l'équation financière de chaque club que se fera le classement final. Mais quoi qu'il arrive, hein, qu'on soit maintenu administrativement en National 1 ou que la sanction sportive soit la même que la sanction administrative pour la National 2, il faut un vrai projet sportif qui, je crois, a fait défaut jusque-là. On croise les doigts, en tout cas, on espère que voilà, la SNL s'en sortira. Et bon vent au FC Metz qui joue un match décisif dans quelques jours, je crois. Et effectivement, pour la montée. Donc il faudra peut-être attendre encore un peu pour le derby, mais dans quelques années, on espère, on a hâte en tout cas de retrouver les deux clubs parmi l'élite. Revenons à la politique, Mathieu Klein. Donc nous sommes un peu au-delà du mi-mandat, de votre mandat donc, municipal. Pas tout à fait au mi-mandat encore. Pas tout à fait, oui. Et on a l'impression que vous êtes un peu dans le dur, comme on dit. Alors je résume un peu, votre politique s'articule notamment autour d'un vaste plan métropolitain des mobilités destiné à faire face aux enjeux de la transition environnementale. Je vais le résumer ainsi, vous me corrigerez bien évidemment. Piétonisation du centre-ville, c'est important. Un nouveau réseau de trolleybus qui est un peu difficile à financer, mais pour remplacer le tram sur pneus qui était arrivé en fin de vie. Un plan vélo assez ambitieux. Vous lancez tout de manière simultanée, en même temps. Résultat, le centre-ville de Nancy, il faut le dire, est en chantier. Les commerçants et les riverains grognent. Votre opposition, évidemment, souffle sur les braises. Vous parlez même de tentative de déstabilisation, je crois. Est-ce que j'ai bien résumé la situation de ce qui se passe actuellement sur Nancy ? Il en manque quelques morceaux. Mais il est vrai que le mi-mandat, un maire qui n'est pas dans le dur à mi-mandat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son mandat. C'est vrai que les années 2023-2024, je l'avais d'ailleurs dit au début, dès mon élection, ce seraient des années difficiles puisque les chantiers arriveraient au moment de leur déploiement. Donc il est vrai que quand vous engagez des transformations profondes, cela a des conséquences et on a jusqu'à l'automne 2024, c'est-à-dire mise en service de la nouvelle ligne 1 de trolleys électriques, beaucoup de chantiers en perspective. C'est la fin du chantier Nancy Thermal, qui se prolonge encore pendant quelques semaines, plutôt sur les aspects voirie. Le chantier de la ligne 1, pour que tout le monde comprenne, il s'agit de renouveler le fameux tram sur pneus, le TVR nancéen, qui a tant fait couler d'encre depuis 20 ans maintenant et qui était un prototype qui n'a jamais été industrialisé, donc qui a été littéralement emmené jusqu'au terme de ce qui était possible et qui maintenant va être remplacé par un mode de transport, j'allais dire, plus standard et homologué. Un trolley électrique, le fabricant suisse S, donc j'ai bon espoir d'une réponse solide et dans la durée, sur le même parcours, mais il ne s'agit pas seulement de remplacer un matériel roulant, il s'agit aussi de transformer la ville, donc c'est Place de la République, c'est Place de la Division de Fer, le quartier Île-de-Corse à Nancy, qui vont être totalement transformés. C'est aussi la piétonisation, puisque je souhaite que la ville soit apaisée, que les piétons puissent aussi retrouver, notamment dans le quartier de l'hypercentre, de la porte de la Craffe jusqu'au marché central, un espace de déambulation piétonne apaisé, donc avec une végétalisation aussi du centre-ville importante, la mise en place de mobilier urbain qui permettent de favoriser la découverte, la balade. Et tout ceci s'inscrit, vous l'avez dit, dans le cadre d'un plan métropolitain des mobilités, pour aussi faire en sorte qu'on puisse, j'allais dire, avoir des vraies solutions alternatives. Moi, je ne suis pas, contrairement parfois à l'image que certains voudraient donner de moi ou de mon équipe, un anti-bagnole. Je suis le premier à utiliser la mienne en ville quand j'en ai besoin et je reconnais que c'est un mode de déplacement incontournable aujourd'hui. On dit ça parce que parmi dans votre majorité, il y a une forte composante vert écologiste. Voilà, donc on dit parfois que vous êtes prisonnier aussi de vos alliés écologistes. Oui, enfin, souvent, les écologistes, si vous revenez à la campagne électorale de 2020, avaient parfois aussi eux-mêmes des regards sur ce que nous faisons aujourd'hui qui montraient que l'ambition très forte que j'ai portée pendant les élections, je l'ai portée, je l'ai assumée et aujourd'hui, je la mets en œuvre. Ce que je
pense fondamentalement, c'est que la voiture a toute sa place dans la ville, mais la ville ne peut pas se construire exclusivement autour de la voiture. Il faut réussir aujourd'hui cette transformation. L'urgence écologique, on en parle matin, midi et soir, elle est une réalité, nous devons y apporter une réponse. Ma génération, notre génération, si elle faillit sur ce sujet-là, si elle n'est pas capable aujourd'hui de produire la ville de demain, elle aura raté le temps qui est le sien dans la vie publique, au-delà des étiquettes des uns et des autres. C'est un impératif de civilisation aujourd'hui. Nous devons offrir, proposer, montrer qu'il est possible de vivre bien et de vivre ensemble, de construire, d'aménager, de continuer à faire grandir, de produire, mais de le faire en respectant aujourd'hui la nécessaire sobriété énergétique et les enjeux de la transition écologique. Donc oui, ça fait beaucoup, mais il faut aussi le mettre au regard de ce qui n'a pas été fait hier, donc il faut aller vite. L'exemple du tram sur pneu est assez, pour moi, révélateur de ce point de vue-là. J'aurais adoré avoir 2 ans de plus pour le faire. Et c'est vrai qu'on peut me dire que je vais un peu vite, mais lorsque je suis élu président de la métropole, j'ai quasiment 2 rapports simultanément sur mon bureau. La Chambre régionale des comptes du Grand Est me disant « Attention, le projet qui avait été voté par l'Assemblée métropolitaine quelques mois avant les élections municipales de création d'un tram ferré sur la ligne 1 pour remplacer le TVR, chiffré à l'époque, donc en 2020, à environ 500 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes m'alerte sur le fait que c'est non soutenable compte tenu du niveau d'endettement de la métropole. Et que si je m'engage dans cet investissement-là, j'obère tous les autres investissements du Grand Nancy pour la durée du mandat. Et puis les autorités de régulation des transports, autre rapport pour me dire le TVR c'est fini. Donc le TVR, le tram sur pneu. Le tram sur pneu c'est fini, l'autorisation de circuler va être retirée. Il faut engager d'urgence son remplacement. Donc il a fallu aller vite, il a fallu choisir une nouvelle technologie, choisir un nouveau matériel, prévoir un réseau de remplacement, qui est celui qui circule aujourd'hui, et puis envisager la suite. Donc oui, les délais sont serrés, mais les contraintes sont celles dont j'ai pris, j'allais dire, possession à mon élection. Et je pense aujourd'hui que cette transformation-là, elle doit se faire en lien avec les acteurs économiques, je le dis aussi. Nancy est une ville qui continue à beaucoup construire, continue à signer beaucoup de permis de construire. D'ailleurs, les chiffres, notamment, qui valorisent aujourd'hui les villes bâtisseuses, les primes que l'État verse aux villes qui signent beaucoup de permis de construire. Nancy se situe dans le haut du panier, parce que j'ai cette ambition, notamment sur le logement social. Nous avons pris beaucoup de retard, comme dans toute la France. Ça, c'est pas propre à la ville de Nancy. C'est aussi des reproches qui revenaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de permis de construire qui étaient... Mais ça, c'est pas vrai. Enfin, ça, vraiment, ce reproche, ça fait partie de cette petite musique, parfois, que j'entends. C'est les promoteurs qui le disaient aussi. Hein. Oui, mais moi, certains me l'ont dit, et je leur ai fait la démonstration, enfin, je veux dire, de façon très pragmatique. Le niveau de soutien accordé, les subventions accordées par l'État pour le nombre de permis de construire signés est en constante progression. Nous avons engagé un certain nombre de chantiers, notamment parce qu'il faut aussi construire une ville, j'ai parlé écologiquement responsable, mais c'est aussi une ville socialement responsable dans laquelle tout le monde peut vivre. Pas seulement une ville pour les étudiants et les personnes âgées. Une ville dans laquelle l'immobilier se bâtit aussi pour des familles, des jeunes actifs, des personnes qui agrandissent leur famille et qui veulent pouvoir rester en ville. Donc il faut construire du logement social et toute la typologie du logement social, de l'accession sociale à la propriété jusqu'au locatif traditionnel, avec le locatif privé, le marché libre, évidemment. Mais pour ça, il faut accélérer la cadence également. Et nous avons engagé un certain nombre de programmes qui, de ce point de vue-là, vont porter leurs fruits dans les années qui viennent, sur la reconversion du site de l'ancien rectorat, sur le quartier autour de l'ex-usine Alstom qui va accueillir demain le futur palais de justice de la cité judiciaire de Nancy qui va déménager dans les années qui viennent, sur le quartier de la gare, la fameuse ZAC Nancy-Grand-Cœur, à laquelle nous avons mis un terme, pour la réinsérer dans un programme plus large autour du centre-ville, centre-gare, pour là aussi ne pas avoir uniquement une proposition d'immobilier pour investisseurs, parce que dans les villes, c'est aussi souvent la tentation première, c'est des petites surfaces pour des investisseurs qui vont louer à des personnes de passage. Et il nous faut aussi du logement, y compris dans l'hypercentre, pour, encore une fois, des familles, des actifs, des jeunes actifs, des moins jeunes actifs. Il faut de tout
pour faire une ville. Donc, c'est aussi l'autre aspect de cette politique. Et puis, sur l'activité économique, vous avez évoqué la grogne des commerçants. Alors, je reconnais, et je leur dis toutes les semaines quand je les vois, je reconnais les difficultés. Bien sûr que quand vous avez une ville en chantier, il y a des difficultés d'accès au commerce, des difficultés de circulation, nul ne peut le contester. Ce que je conteste par contre, et fermement, c'est d'abord de dire que Nancy est devenue inaccessible. Enfin, bien avant d'être maire, ça fait des dizaines d'années que je suis engagé à Nancy, bien avant que je sois maire de Nancy, cette idée que la ville était difficile à circuler, difficile à accéder, était déjà particulièrement présente. On me dit parfois, on ne peut pas se stationner à Nancy. Donc, à chaque fois que cet argument m'est opposé, je prends quelques éléments très simples. Vous avez, dans le centre-ville de Nancy, et je ne parle pas de la ville, je parle du centre-ville, 2300 places de parking en ouvrage. Je ne vais pas les citer tous, enfin, le parking Stanislas, Carnot, Charles III, Don Calmet, 3 petits points de suspension. 2300 places qui, en dehors de la Saint-Nicolas et du Livre sur la place, et peut-être des premiers week-ends de solde, ne sont jamais saturées. Des places existent. Et puis vous rajoutez les 1000 places, entre guillemets, de stationnement en surface. Donc pourquoi ne sont-elles jamais utilisées complètement? Alors qu'elles existent et qu'elles sont à quelques dizaines de mètres du point de destination. Alors souvent, vous entendez comme moi les gens dire « je ne veux pas aller là-dedans ». Les parkings souterrains. Les parkings souterrains, les parkings en ouvrage, c'est sale, ça sent pas bon, c'est pas toujours très sûr, on y croise des gens qui ne viennent pas se stationner, et j'en passe. Et tout ça peut être vrai. Il y a des efforts à faire et on discute beaucoup avec les délégataires de la métropole pour améliorer la qualité, la convivialité, la sécurité, la propreté de ces espaces. Mais il est possible, je le dis de façon très claire, il est possible aujourd'hui, malgré les contraintes liées aux travaux, de venir au centre-ville, de se stationner. D'ailleurs, quelques grandes enseignes ne s'y sont pas trompées. Enfin, nous venons d'inaugurer, il y a quelques semaines à peine, la plus grande surface, pardon de citer quelques marques, mais la plus grande surface de centre-ville de France pour Monsieur Bricolage. Ils ont ouvert 3000 m² rue du Grand Rabbin à Genauer, en plein centre-ville, leur plus grande surface de centre-ville française. Ils l'ont ouverte là il y a quelques semaines. On vient, je crois qu'à Metz, vous en avez déjà, un magasin qui s'appelle Emma, qui vient d'ouvrir rue Saint-Jean, là, le week-end dernier. De la même manière, sur ce linéaire premium, bonjour monsieur le maire honoraire, le linéaire premium de Metz, de Nancy, voilà, Dominique Gourme me perturbe, le linéaire premium de Nancy, de la rue Saint-Jean, qui accueille aujourd'hui quelques grandes enseignes. On va accueillir une grande enseigne de sport, enfin c'est pareil, je ne vais pas vous faire l'inventaire. Après, d'autres enseignes, c'est comme partout, d'autres enseignes sont parties aussi. Bien sûr, il y a, dans le prêt-à-porter aujourd'hui, vous avez des mouvements de plaques tectoniques qui pas qu'à Nancy, pas qu'à Metz, mais dans toute la France, font qu'il y a des groupes se reconfigurent, certaines activités, GoSport rachetées par Intersport, San Marina, André, et j'en passe, qui parfois arrêtent leurs activités. Donc c'est aussi, un centre-ville, il n'est pas le fait que des politiques locales. Un centre-ville, il vit aussi en fonction de mouvements qui ne sont pas que ceux de la politique, mais aussi ceux de l'économie, du marché et des changements de comportement des consommateurs. C'est la raison pour laquelle, vendredi, là, j'ai été saluer quelques nouveaux commerçants indépendants qui s'installent dans l'hypercentre. Quand je vois la laiterie urbaine, je prends juste cet exemple-là, la laiterie urbaine qui s'installe rue Saint-Nicolas à Nancy, c'est-à-dire quelqu'un qui change de carrière, devient fromager. La laiterie, hein, c'est-à-dire la fromagerie. Voilà, qui fait son fromage en plein centre-ville, sur place, et qui le commercialise. Je me dis que oui, on a, à travers ces quelques exemples-là, pour moi, la démonstration que la ville peut se transformer. Et des commerces qui ferment, des commerces qui ouvrent, il y en aura toujours. Mais l'idée que tous les commerces fermeraient au centre-ville de Nancy est une idée fausse. Enfin, pour finir sur ce sujet, oui, pendant la période des travaux et pendant le début de la piétonisation, bien sûr que sur certains linéaires, je pense à la rue des Dominicains, rue Gambetta ou à la Grande Rue, il y a des vraies difficultés pour certains commerçants qui perdent du chiffre d'affaires. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, parce que les travaux sont une contrainte, parce que les changements d'habitude parfois sont longs à produire leurs effets, et nous sommes aux côtés de celles et ceux qui sont en difficulté. Nous avons mis en place une commission d'indemnisation amiable
qui a été délibéré par la métropole, à la fois pour les chantiers de la ligne 1 et les chantiers de la piétonisation, donc présidé par un juge et avec des élus qui vont examiner les dossiers présentés par les commerçants pour attester de leur perte de chiffre d'affaires et les accompagner pour partie, évidemment, en termes de compensation. Et il faut aussi qu'on soit capable de porter un message positif. C'est ce que je dis aussi. Je pense qu'il faut que nous arrêtions, enfin, ce n'est pas mon cas, mais je le dis parfois à ceux qui transportent ce message que c'est tellement compliqué qu'on ne vient plus. Faisons plutôt la démonstration que malgré la difficulté, nous pouvons venir, vous pouvez venir, vous trouverez des solutions de stationnement, vous trouverez des commerces ouverts pendant les travaux et qu'à l'issue, eh bien, ces rues transformées, végétalisées, apaisées, piétonisées, mais même celles qui ne le sont pas, hein, je ne parle pas que de la piétonisation, sont au service d'une activité économique et commerciale plus dynamique. Et ça, c'est ma conviction très profonde. Sur la piétonisation, parce que ça peut intéresser d'autres villes, y compris à Metz, comment vous y êtes pris? Il y a eu de l'expérimentation, mais très très courte finalement, c'est aussi ce qu'on vous reproche. Est-ce que vraiment les commerçants ont vraiment été consultés suffisamment? Alors nous avons pris une première délibération au conseil municipal à Nancy en septembre 2020, donc 2 mois à peu près après notre arrivée aux responsabilités. Une première délibération annonçant la piétonisation de l'itinéraire, donc de la porte de la Crave, donc Grande Rue, rue des Dominicains, rue du Pont-Mouja et un morceau de la rue Saint-Nicolas. Cette délibération, elle a été prise en septembre 2020, avec une expérimentation sur le chemin à l'été 2021. Donc septembre 2020, ouverture du dialogue. Été 2021, 2 mois d'expérimentation estivale, qui aurait pu donner d'ailleurs lieu à une expérimentation supplémentaire. Mais globalement, à l'époque, à l'issue de la première phase d'expérimentation, la plupart ont dit non, on ne va pas rouvrir, refermer, rouvrir, les clients, les habitants vont s'y perdre. Donc, premier temps de concertation, expérimentation, bilan de l'expérimentation, deuxième temps de concertation et pour nous emmener, j'accélère pour les détails administratifs et les délibérations, pour nous emmener au mois de septembre 2022, 16 septembre 2022, qui a été la bascule. Oui, là vous avez donné le go. Définitive. Ouais. Donc, on peut toujours faire mieux, mais entre septembre 2020 et septembre 2022, nous avons eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Alors, et aménagé d'ailleurs, il y a des décisions qui ont été corrigées. Je pense par exemple au changement de circulation de la rue Monseigneur-Trouillet-Saint-Michel qui a été réinversé. Enfin, des ajustements peuvent toujours avoir lieu, mais j'estime que nous allons continuer à discuter. Les choses ont été dites. Pendant la campagne électorale, elles ont été dites très clairement. Après mon élection, elles ont été expliquées, exprimées et affichées sans aucune ambiguïté et mises en œuvre dans le dialogue. Bon, vous avez beaucoup parlé stationnement, on va encore en dire un mot, parce que notamment une déclaration d'un de vos opposants, de l'ancien maire, Laurent Hénard, lui, qui propose de revenir de lancer un plan parking avec les samedis à 2 € qui avait fonctionné lorsque lui-même était maire. Donc évidemment, je ne pense pas que vous allez embrayer derrière, mais vous pensez quoi de cette proposition? Mais moi, je n'ai pas moi, j'ai aucun dogmatisme. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que je vais dire le contraire, fût-il l'ancien maire. Je pense que pendant la période des travaux, on peut tout à fait aménager, parce que je comprends que ce soit plus difficile d'accès, donc aménager des périodes de stationnement moins onéreuses. Nous avons d'ailleurs mis en place, je le rappelle, dès le début de la piétonisation, 2 heures de gratuité dans 3 parkings en porte du centre-ville, Vosges, Manufacture notamment et Kennedy, qui ont permis d'offrir 2 heures de gratuité le samedi pour celles et ceux qui viennent au centre-ville. Ça a été mis en place donc ça, dès l'été 2022. Et nous sommes en train d'ailleurs de travailler sur d'autres aménagements ponctuels pour accompagner finalement cette période de travaux. Ensuite, moi je ne suis pas maire de Nancy, nous ne sommes pas en 1975, je ne suis pas le maire de Nancy de 1975, je suis le maire de Nancy de 2023. Et le maire de Nancy de 2023, je pense qu'il a d'autres projets à porter qu'un vaste plan parking pour le centre-ville. Donc je laisse chacun, de ce point de vue-là, faire sa chronologie comme il l'entend.
Vous avez évoqué tout à l'heure Nancy Thermal qui causait aussi, enfin les aménagements autour de Nancy Thermal qui causaient aussi quelques désagréments. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, là ici, alors c'est un projet qui avait été lancé avant votre arrivée aux affaires, si je puis dire. Bien avant, oui. Hein, bien avant. Voilà, où on en est aujourd'hui, parce que c'est lancé, mais il y a encore quelques petits soucis, je crois, pour les curistes. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous rappeler un peu l'ambition du projet et effectivement où on en est de ces petits soucis actuellement? Alors l'ambition, c'est celle d'abord d'André Rossineau, hein, qui a été celui qui a remis le thermalisme nancéen dans une perspective d'avenir. Alors, pour faire un rapide détour par l'histoire, Louis Lanternier, qui était notamment élu à Nancy au début du XXe siècle, avait porté l'idée de thermes nancéennes, puisque un forage avait démontré la présence d'une eau qui permettait d'envisager des cures thermales, une eau à 35 degrés. Le projet a été engagé, la construction de la piscine, c'est-à-dire toujours appelée Nancy Thermal, a été engagée. Puis la Première Guerre mondiale est arrivée, le chantier s'est interrompu, Louis Lanternier est d'ailleurs décédé. Et à l'issue de la Première Guerre mondiale, le site a été partiellement exploité, mais les travaux n'ont jamais repris. C'est-à-dire il n'y a jamais eu cette complétude de l'équipement. L'aspect thermal, réellement thermal de Nancy Thermal a existé jusqu'au milieu des années 30. Et ensuite, l'exploitation s'est arrêtée jusqu'à ce que, au début des années 2000, André Rossineau commande à nouveau une étude notamment technique, avec une homologation par l'Académie nationale de médecine, pour vérifier l'état, finalement, des vertus thermales de l'eau nancéenne. Et les études, les forages successifs ont démontré que la présence de cette eau thermale était toujours sur le site, et donc il pouvait être envisagé un retour de l'exploitation. Et donc 2 projets, un projet de retour de l'exploitation du thermalisme à Nancy, et puis le projet de complétude de l'équipement de Nancy Thermal, qui a été confié à l'architecte Anne Demmiance, ont été engagés. Et lorsque j'ai été élu président de la métropole à l'été 2020, le projet était encore en phase de préparation, enfin dans la fin de la phase de préparation. La grosse déconvenue à laquelle nous avons et j'ai dû faire face, c'est l'annulation par le tribunal administratif en 2021, au printemps 2021, du contrat de concession qui avait été accordé à l'entreprise exploitante Valvital. Donc en clair, nous nous retrouvions avec un équipement qui n'avait plus d'exploitant à quelques mois de son ouverture. Donc on peut appeler ça une déconvenue assez importante. J'ai privilégié à l'époque, et je ne le regrette pas puisque cela a été couronné de succès, la voie de la médiation judiciaire, à l'initiative de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Plutôt que de se lancer dans une procédure incertaine, nous avons réuni toutes les parties, donc le collectif des acteurs associatifs qui contestaient le projet et qui avaient obtenu gain de cause avec l'annulation du contrat de concession, la métropole, le constructeur se sont retrouvés autour d'une table, donc dans le secret de la médiation, puisque c'est un processus qui est très encadré et qui donc ne fait l'objet d'aucune publicité, pendant plusieurs mois, pour travailler à la rédaction d'un accord qui a été homologué par l'ensemble des parties, les requérants, la métropole et, in fine, par la justice administrative, et qui a donc permis plusieurs choses. D'abord, c'est la métropole du Grand Nancy qui s'est substituée à un investisseur financier pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société d'exploitation Grand Nancy Thermal Développement. Donc aujourd'hui, c'est un intérêt double puisque la métropole dépense pour financer l'équipement, mais est aussi intéressée à ses résultats, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente. Et puis, deuxième élément très important pour les habitants, pour lequel d'ailleurs je m'étais battu et nous nous étions battus depuis longtemps, l'alignement des tarifs de l'aquapole, c'est-à-dire la partie non thermale, donc ludique, sportive de Nancy Thermal, sur les tarifs des autres piscines du Grand Nancy pour les habitants du territoire. Ce qui était là aussi un sujet important. Ces 2 points ont été agréés, homologués et engagés. Donc l'histoire a pu reprendre à partir de l'homologation par le tribunal administratif de l'accord, et nous arrivons donc au printemps 2023 à l'ouverture successive en 3 phases de Nancy Thermal. Une première phase le 1er avril
pour l'espace aqualudique, donc les piscines et les espaces de jeu. Le 15 avril, l'espace bien-être. Et la perspective était 15 mai pour l'ouverture de la partie thermale, à proprement parler. Et classiquement, j'allais dire, comme dans tout nouvel équipement, la marche à blanc, c'est une chose, mais il n'y a que l'exploitation, j'allais dire, en temps réel qui permet de mesurer parfois les difficultés. Donc il y a un certain nombre de difficultés. C'est de l'homologation, c'est ça? Alors ça c'est pour le thermalisme. Là je parlais déjà il y a des petits problèmes quelques petits problèmes de gestion, mais qui sont résolus au fur et à mesure pour les espaces aqualudiques et sportifs. Il y a des travaux qui doivent se terminer ou des bassins qui et ferment. Pour la partie terme, qui devait ouvrir au 15 mai, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a considéré que l'eau n'était pas suffisamment déferrisée et que donc elle ne présentait pas les caractéristiques indispensables à des cures thermales au 15 mai, donc a demandé le report de l'ouverture des cures thermales. Donc c'est le mois de juin qui est dans le viseur de Valvital. Alors ce n'est pas un problème qui concerne directement la métropole, enfin, c'est un sujet qui nous préoccupe, mais c'est une discussion entre l'exploitant, l'entreprise Valvital, et le constructeur, un consortium autour de Bouygues, qui discute aujourd'hui de qui doit prendre en charge la déferrisation et de quelle manière cette déferrisation doit être engagée pour pouvoir commencer les cures thermales. J'ai rappelé à Valvital et à Bouygues mes exigences particulièrement fortes en tant que président du Grand Nancy d'avoir un équipement qui fonctionne correctement et normalement, mais je reste absolument convaincu que c'est une formidable opportunité qui a des difficultés d'ouverture, mais classiquement comme tout ce type d'exploitation et ce type d'équipement, mais je suis convaincu que c'est une formidable opportunité parce que Nancy renoue avec son histoire thermale, parce que nous confirmons comme une ville de la santé et du bien-être, et par ailleurs, nous terminons les travaux, mais là aussi, selon le calendrier qui était prévu, les travaux d'aménagement du quartier, puisque Nancy Thermal, ce n'est pas seulement l'équipement, c'est aussi un quartier qui s'est transformé, un parc Sainte-Marie qui va s'étendre progressivement jusque vers l'hôtel du département, des pistes cyclables qui ont été réaménagées sur l'ensemble du secteur Blandan, Maréchal Juin. Et puis ce n'est pas terminé, puisque ensuite, c'est le départ du palais de justice. Vous savez qu'un autre grand projet que nous portons, c'est celui du départ du palais de justice qui est actuellement à côté de Nancy Thermal sur le site de la cité judiciaire et qui doit à l'horizon 2026, ça c'est une décision du ministère de la Justice, déménager vers le site de l'ex-usine Alstom, donc entre Meurthe et Canal, libérant ainsi l'espace foncier face à Nancy Thermal et au parc Sainte-Marie, pour lequel nous sommes en train de travailler à des projets nouveaux. Donc les transformations de ce quartier après l'arrivée d'Artem, il y a quelques années, le nouveau collège qui a ouvert ses portes à la rentrée dernière, l'installation du CEPAL, donc le centre de formation des métiers de la bouche, c'est un quartier qui bénéficie d'une profonde métamorphose, d'un renouveau de son activité qui certes présente des difficultés, des désagréments, mais là encore, je suis assez confiant sur les perspectives. Donc les perspectives, il faudra au moins un deuxième mandat pour les voir arriver. Oh, mais ces chantiers-là ne se comptent pas en mandat politique. Vous savez, alors regardez, André Rossineau, il a lancé le projet de Nancy Thermal au début des années 2000. Alors, on est en 2023 et on arrive à peu près à la maturité. Vous ne pouvez pas prendre, le mandat politique ne peut pas servir de maître étalon des projets de transformation urbaine. Un élu peut éventuellement donner un go, un stop, réorienter, accompagner, booster, porter. Mais le temps de l'urbanisme, ce n'est pas le temps du politique. Bon, la question sous-jacente, c'est est-ce que vous êtes candidat pour un deuxième mandat? Mais ce n'est pas une question qui se pose en 2023, ça. Enfin, on arrive... Bon, en tout cas, l'ancien maire de Nancy a déjà dit, lui, qu'il partirait. Oui, mais vous savez, moi, je crois qu'il y a peut-être des annonces qu'on fait parce qu'il y a besoin de prendre ses marques par rapport à de nombreux concurrents potentiels. Pensez à qui? Ben, vous leur demanderez. Il y a beaucoup de gens dans les starting blocks aujourd'hui. Le ministère Legrandjean, par exemple? Ben, peut-être, ou d'autres qui voudraient venir. Et c'est bien, ça prouve que la vitalité démocratique est toujours au rendez-vous. Mais moi, je ne suis pas dans ce timing-là, dans ce tempo-là. Je sais très bien que les projets que j'ai engagés aujourd'hui, par exemple, je parlais du projet Palais de Justice. Ouais. La nouvelle cité judiciaire. Alors, on pourrait se contenter simplement de déménager un bâtiment administratif, mais derrière, c'est tout un quartier entre Meurthe et Canal, c'est le Nancy industriel, qui est un quartier
à la fois un magnifique quartier, mais un quartier parfois un peu oublié dans l'imaginaire nancéen, qui va se transformer en profondeur, qui va accueillir de nouveaux habitants, des maisons de ville, des jardins, qui va accueillir Urban Loop. Je voulais aussi en dire un mot, puisque... Donc Urban Loop, c'est le nouveau système de mobilité qui permet, avec des petites capsules, d'aller d'un point A à un point B individuel et qui normalement devrait être testé à Paris 2024, c'est ça? Ah, c'est pas normalement, qui est en cours de finalisation donc de la desserte de certains sites olympiques à l'occasion des JO. Et Nancy sera la première ville française et au monde à intégrer Urban Loop dans son réseau de transport en commun. Et j'en suis particulièrement fier parce que Urban Loop, c'est un projet 100% lorrain. C'est un projet qui est né à l'Université de Lorraine, qui est né à l'ENI, qui est né à l'École des Mines, qui est né à l'ENSGSI, qui a été donc imaginé par des élèves ingénieurs, créé par eux, porté par eux, qui aujourd'hui est fabriqué avec des composants entièrement produits dans le Grand Est et fabriqués à Tomblaine, dans une usine à Tomblaine. Ces capsules sont une très bonne réponse d'ailleurs, pour revenir avec renouer et refaire le fil avec le débat précédent, c'est une excellente réponse à la question des mobilités urbaines. Souvent aujourd'hui, et je suis sûr que si je leur pose la question ici, je suis à peu près sûr de la réponse que j'obtiendrai, quand on dit parking relais à l'entrée d'une ville, on dit stationnez-vous à l'entrée d'une ville et utilisez un réseau de transport en commun pour rejoindre le point de destination final. On va vous dire oui, mais... Oui, je veux bien, mais je suis pressé, mais je ne peux pas attendre le bus, mais j'ai des choses à transporter, mais je ne suis pas certain que ça m'emmène exactement là où je veux aller, et puis je n'ai pas forcément le temps de passer 50 arrêts avant d'arriver à l'arrêt final. Ok, c'est pas toujours. Tout ça sont des arguments entendables, pas toujours objectifs, mais Urban Loop, c'est une capsule, effectivement, sur une infrastructure très légère, alimentation électrique par le sol, sans batterie, qui est toujours là quand vous avez besoin d'elle en clair. J'arrive, je me stationne, il y a toujours une capsule puisqu'elles sont automatisées, elles circulent en rotation permanente et comme dans un ascenseur, lorsque vous entrez, vous appuyez sur le bouton de votre destination et la capsule vous y emmène sans arrêt. C'est une capsule dans laquelle vous êtes seul ou deux, vous pouvez y mettre un vélo, des courses, des paquets. À Nancy, donc, nous allons ouvrir un parking relais, ça va intéresser les Messins et les Nord-Lorrains puisque le parking relais que nous allons créer est aux portes nord de la métropole, donc à Maxéville. Donc quand vous viendrez de Metz, vous pourrez vous stationner sur ce parking relais, prendre une capsule Urban Loop qui vous emmènera soit au palais de justice, qui longera en fait le canal de la Marne au Rhin jusqu'au centre-ville, c'est-à-dire jusqu'à Saint-Georges, qui sera le point d'interconnexion avec le futur trolley électrique. Et cette ligne-là, qui sera mise en service donc à l'horizon du début 2026, elle connaîtra de nombreux développements. Le quartier Alstom connaîtra, lui, de nombreux développements encore. Les transformations du centre-ville, centre-gare, ça va durer des années, donc bien au-delà de 1, 2 ou 3 mandats. Parce que, encore une fois, ce temps de l'urbanisme, c'est un temps long, il faut le respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut le regarder comme on regarde passer les trains comme une vache. Il faut au contraire, j'allais dire, le prendre complètement en main, mais vous ne pourrez pas l'indexer au temps politique. Un tour d'horizon assez, pas exhaustif, mais complet sur l'actualité de Nancy. On va prendre un peu de hauteur géographique, on va venir sur les relations un peu Nancy-Metz, Metz-Nancy. Lors des premières années de ce début de mandat, on a cru revivre un peu la guéguerre Metz-Nancy, Nancy-Metz. Mathieu Klein, avec le recul, que s'est-il passé entre François Grosdidier et vous-même? Je ne sais pas, vous demanderez à François Grosdidier le mois prochain. On le demandera, mais vous êtes là aujourd'hui, donc on commence par vous. Écoutez, moi, je n'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de bâtir une relation solide et forte entre Metz et Nancy. Enfin, c'est des discussions qu'on a eues très longtemps avec Dominique lorsque j'étais président du département et qu'il était maire de Metz. Et je crois que la Lorraine, enfin moi je suis un ardent Lorrain. Et la création de la région Grand Est n'ôte rien à la pertinence de l'espace géographique lorrain. Alors certes, la Lorraine a un tropisme au nord qui est une réalité, et l'axe d'ailleurs du sillon lorrain nous emmène, si on part d'Épinal, vers Thionville et vers le Luxembourg. La réalité du développement économique du Grand-Duché de Luxembourg et de l'augmentation exponentielle du nombre de travailleurs frontaliers est une réalité qui, évidemment, impacte énormément Thionville, beaucoup Metz, mais également de plus en plus Nancy. Nous avons des sujets communs. La desserte ferroviaire du sillon lorrain,
La desserte du ferroviaire du sud de la France depuis la Lorraine, on pourra y revenir. Le travail entre nos deux CHR et CHRU, l'Université de Lorraine. Et je ne vais pas faire l'inventaire à l'après-vert. On va s'arrêter sur quelques-uns des sujets. J'imagine. Mais tous ces sujets-là, pour moi, sont des sujets de travail quotidien avec François Grosdidier, avec Patrick Nardin, Michel Heinrich, avec Pierre Cuny, dans le cadre du Sillon Lorrain. Donc moi, je n'ai vraiment aucun problème, ni avec Metz, ni avec son maire. Je veux que nous travaillions ensemble. Ça ne veut pas dire que je vais effacer les atouts et les forces de Nancy, parce que chaque ville a d'ailleurs ses atouts spécifiques. Nous en avons un certain nombre et je les porte et c'est de ma responsabilité de les défendre, mais je crois qu'on peut le faire en toute intelligence. Le téléphone rouge fonctionne, ça y est, maintenant ça va mieux? Mais il a toujours fonctionné. Enfin, c'est pas toujours l'impression qu'on avait. Oui, mais encore une fois, chacun. Après, il y a des façons de s'exprimer peut-être différentes, des personnalités peut-être différentes, voilà, et je laisse chacun juger du curseur où il convient de le mettre pour que ce soit le plus efficace. En tout cas, je ne crois pas avoir jamais eu de paroles belliqueuses ou mal intentionnées à l'égard de mes amis messins. Et je pense, encore une fois, que même si nous avons des différences, et c'est tant mieux, on a beaucoup plus d'enjeux à travailler ensemble que de raisons de ne pas le faire. En tout cas, lors de vos dernières déclarations sur un sujet que vous avez évoqué, il y a peut-être eu de l'incompréhension, en tout cas vous allez peut-être nous éclairer, c'est sur l'universitarisation justement du CHR. On a du mal parfois à comprendre votre position. Est-ce que vous pouvez ici réexpliquer votre position sur ce projet? Enfin, je pense là aussi qu'il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Et si vous écoutez ce que je dis ou lisez ce que j'écris, j'ai toujours dit et écrit exactement la même chose sur le sujet. Alors parfois, certains titres de presse ont été pour le moins ambigus, mais ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'émetteur. Et là, il faudra plutôt voir avec les rédacteurs. Ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque. Et sur l'universitarisation en particulier, j'ai dit et je redis que ce serait un échec pour l'Université de Lorraine que d'imaginer un jour d'avoir 2 facultés de médecine en Lorraine. Et que nous devons travailler, au contraire, à une seule faculté de médecine qui peut avoir des premiers cycles déconcentrés, comme d'autres filières de l'Université de Lorraine. Avoir une Université de Lorraine n'est pas le synonyme de l'abandon de tel ou tel territoire. L'Université de Lorraine, elle a des sites à Metz, à Forbach, à Sarreguemines, à Épinal, à Saint-Dié, à Longwy, à Thionville, à Verdun. Elle a des sites dans toute la Lorraine. Et c'est ce qui fait la force de l'Université de Lorraine. Cette capacité à amener vers l'enseignement supérieur des générations qui, s'ils devaient systématiquement se rendre dans une grande ville, ne pourraient pas toujours le faire. Ensuite, l'université, c'est aussi la capacité à avoir des filières d'excellence, et dont la médecine. Et je suis convaincu, et plus que jamais convaincu, que c'est bien au service de la formation de médecins plus nombreux pour venir demain travailler dans tous les territoires de la Lorraine que nous devons agir. Et c'est possible de le faire. Ensuite, de la faculté de médecine à l'hôpital, il n'y a qu'un pas, mais il peut y avoir là aussi des approches, j'allais dire, un peu plus subtiles que ce que les gros titres parfois veulent bien laisser entendre. Je soutiens, et j'ai toujours soutenu depuis le début, l'universitarisation du CHR de Metz-Thionville. Parce que je suis convaincu que des professeurs d'université praticiens hospitaliers, les fameux PUPH, peuvent parfaitement travailler en synergie entre Metz et Nancy, que Metz-Thionville peut avoir des PUPH titulaires sur un certain nombre de spécialités sur lesquelles aujourd'hui il y a, j'allais dire, une expertise particulière au CHR de Metz-Thionville. Ce que je ne souhaite pas, c'est que cette universitarisation se fasse dos à dos avec Nancy. Je pense que l'on peut s'en fusionner, parce que j'ai bien conscience qu'il ne faut pas acheter de chiffon rouge, sinon rien n'avance. Sans fusionner, mais on peut travailler sur un projet territorial commun, médical pour la Lorraine, qui d'ailleurs emmènera aussi Épinal et Thionville avec nous, parce que nous en avons besoin. Nous avons aujourd'hui plus de difficultés de ce point de vue-là, parce que nous sommes une région qui est moins attractive. Regardez la dernière cohorte des internes de médecine générale de la faculté de médecine de Nancy en 2022, sur la quarantaine d'internes, 0,0 s'installe en libéral dans la région. Donc il y a un enjeu aujourd'hui à faire en sorte que
ces étudiants-là et ces futurs médecins-là, que ce soit d'ailleurs en tant que praticiens publics ou en tant que libéraux privés ou dans une clinique, puissent s'installer. Donc oui à l'universitarisation, oui à un projet commun entre Metz et Nancy, un projet hospitalier commun entre Metz et Nancy, qui allie, comme pour l'université d'ailleurs, la proximité, donc la déconcentration, à l'excellence. Et quand je parle d'excellence, on y arrive. Nous venons d'être labellisés, Nancy vient d'être labellisée la semaine dernière, Institut hospitalo-universitaire sur les maladies infectieuses de l'intestin, les MICI, avec le professeur Laurent Perret-Biroulet, qui est le numéro 1 mondial de cette spécialité, qui a voulu rester à Nancy, qui a résisté aux sirènes canadiennes, américaines et chinoises, qui est resté en France et à Nancy pour installer son institut, qui a été labellisé, qui va donc maintenant être bâti à côté de Brabois, en synergie avec le CHU, mais c'est au service de tous les Lorrains. Voilà un très beau projet, un projet d'excellence qui met la Lorraine et Nancy sur la carte française, européenne et mondiale de cette spécialité. C'est au bénéfice de tout le territoire. Alors il y a un sujet sur lequel vous rejoignez, enfin, tous les élus se rejoignent, au-delà de celui-ci, c'est celui justement de la desserte vers le sud, la desserte ferrée vers le sud. Vous avez réuni récemment l'ensemble des élus lorrains sur Nancy. Est-ce que, donc il y a eu quelques garanties, mais c'est pas avant un bout de temps encore. Est-ce que finalement cette mobilisation qui s'est tenue notamment à Nancy, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tard? Parce que c'est bien d'avoir pris ces initiatives. Peut-être que voilà, les élus lorrains vous remercient, mais finalement c'est un dossier qui courait depuis longtemps. Et est-ce qu'on n'a pas eu cette mobilisation générale? Est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tard? Alors écoutez, là aussi il faut remettre les choses dans leur contexte, dans leur histoire. Lorsque en 2000, alors c'était en 2016 ou en 2017, à l'époque j'étais donc président du département de Meurthe-et-Moselle, nous avons été réunis par le préfet à l'époque de région à Strasbourg, les élus lorrains, Dominique était présent en tant que maire de Metz, pour nous annoncer que, à la faveur des travaux à Lyon-Pardieu, un certain nombre de sillons d'accès à Lyon-Pardieu étaient supprimés. Et comme de bien entendu, c'était les trains depuis la Lorraine et le nord de la France qui subissaient le principal prix en étant supprimés totalement. Nous avons protesté. Ça devait être provisoire à l'époque. C'était l'engagement pris à l'époque, était à la faveur de la réouverture de ces sillons à la fin des travaux à Lyon-Pardieu, la remise en service de ces trains. Et ça survenait d'ailleurs quelques années après la suppression, en tout cas pour Nancy, mais c'est aussi le cas pour Metz, je crois, des trains de nuit vers le sud de la France, qui étaient déjà victimes de cette politique de retrait des territoires du ferroviaire. Moi, j'avais dit à l'époque que à la fois que j'étais en désaccord profond avec le fait pourquoi avoir supprimé les trains de la Lorraine vers Lyon. On aurait peut-être pu réduire d'un ou deux les dessertes d'autres beaucoup plus fournies. Et je doutais fort du résultat. Au final, lorsque la gare de Lyon-Pardieu retrouve, on va dire, toutes ses capacités, la SNCF nous annonce cette fois-ci plus rien à voir avec les travaux. Cette fois-ci, l'annonce, c'est la ligne est structurellement déficitaire, commercialement non rentable. C'est une ligne de service public. Donc, si vous voulez faire circuler des trains, c'est au service public. Alors, la SNCF se fiche de savoir si c'est l'État, la région, le département, la ville, la métropole qui paye. Mais en tout cas, le déficit d'exploitation commerciale, elle ne le prend pas en charge. Et moi, j'interviens à ce moment-là. Pareil, c'est peu de temps après mon élection. J'ai appelé Clément Beaune. Je lui ai dit, enfin c'était d'abord Jean-Baptiste Djebari, puis Clément Beaune, pour leur dire, ce n'est pas possible que cet engagement ne soit pas tenu. En clair, ce dossier était totalement enterré, côté SNCF comme côté ministère des Transports. C'était vraiment un dossier sur le dessous, sous la pile. Premier objectif a été de le remettre sur la pile, qu'il soit rouvert. La SNCF n'y croyant pas du tout, l'État me disant, oui, bon, à force d'argumentation et d'interpellation, le dossier est rouvert des deux côtés. Et nous arrivons, je saute les étapes, nous arrivons au dernier engagement important qui a été pris, qui est celui d'une remise en service de la ligne en 24, avec un engagement de la région à prêter des rames qui ne lui servent pas encore sur, je crois, le secteur alsacien, enfin sur Bâle-Mulhouse, à les mettre à disposition donc d'un Lorraine-Lyon, donc Metz-Nancy-Lyon, pour une année d'exploitation, mais mise à disposition de la SNCF.
sur le sillon traditionnel, sans travaux sur le sillon, donc à une vitesse qui n'est pas la grande vitesse, mais qui néanmoins redevient compétitive avec la voiture, puisque aujourd'hui l'aberration au moment où on nous parle de transition écologique et de report modal vers le ferroviaire, l'aberration aujourd'hui c'est que vous allez plus vite en voiture à Lyon qu'en train. C'est quand même, aller expliquer ça à quiconque peut le comprendre, personne. Donc, remise en service pour être aux alentours de 3h, 3h15 de trajet de la Lorraine vers Lyon dès l'année prochaine. Et la SNCF nous dit, bon, mais ensuite, par contre, c'est là où le bas blesse. Donc ça, c'est un point important, positif. Mais là où le bas blesse, c'est que la SNCF nous renvoie à la perspective ensuite de créer une ligne de ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire, c'est-à-dire les lignes de service public financées par l'État dans le cadre d'un appel d'offres qui n'est d'ailleurs pas forcément attribué à la SNCF, puisqu'avec l'ouverture à la concurrence, d'autres opérateurs peuvent se positionner sur ces appels, sur, grosso modo, Luxembourg, Méditerranée, quoi, pour aller vite. Mais ça, c'est à un horizon de 8 ans, 9 ans. Et il n'est évidemment pas envisageable de recommencer en 24 pour un an, puis de s'interrompre à nouveau pendant 7 ou 8 ans. Donc, c'est là où nous disons au gouvernement, très bien, première étape franchie, le dossier rouvert, une perspective d'ouverture annoncée, même si c'est en mode, entre guillemets, dégradé. Maintenant, il faut trouver une solution pour la période intermédiaire jusqu'à l'exploitation du train d'équilibre du territoire. Et ça, effectivement, nous ne sommes pas encore au bout. Cette mobilisation, elle est engagée depuis un certain temps. Donc, elle est engagée, mais on a l'impression un peu, c'était en ordre dispersé. C'est-à-dire que voilà, vous avez pris l'initiative, d'autres élus, le maire de Metz a pris l'initiative aussi. Et finalement, cette belle image, mais qui a un impact quand même dans les médias et dans l'opinion, et on espère auprès du gouvernement d'avoir tous les élus réunis à un moment donné, c'est ça qui semble important. On a l'impression qu'il faut vraiment, ça met du temps à avoir cette mobilisation. Par le passé, c'était peut-être plus facile. Est-ce que c'était parce que le sillon fonctionnait mieux, le sillon lorrain, enfin, l'institution, j'allais dire. Là, on a l'impression que ça devient un peu une coquille vide. Oh, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne sais pas à quoi vous faites référence en disant que par le passé, ça fonctionnait mieux. Enfin, je ne sais pas à quel exemple précis vous faites référence. Sur la desserte ferroviaire, je rappelle que, et on pourrait d'ailleurs en parler aussi vers le nord, puisque là on parle du sud, mais la desserte vers le Luxembourg est aussi ouverte. Enfin, moi, là aussi, nous partons du Grenelle des mobilités engagé par la région Grand Est, Jean Rotner à l'époque. Et donc ça, nous sommes en 2019, si je ne dis pas de bêtises, lorsque à Vittel, les assises de la mobilité, le Grenelle des mobilités sont réunis avec Elisabeth Borne, à l'époque ministre des Transports, et présente. Ces sujets sont sur la table à l'échelle de toute la région, portés par l'ensemble des acteurs. Nous avons été un certain nombre à porter, comme vous l'avez rappelé, cette exigence d'une réouverture vers le sud, mais je crois que François Grosdidier l'a fait et je l'ai fait à Nancy, et nous l'avons fait ensemble. Un ordre dispersé, quoi. Je n'ai pas le sentiment d'un ordre dispersé, puisque nous portons le même projet. Et le sillon lorrain, est-ce que... Et le sillon lorrain le porte de la même manière, puisque vous avez, de ce point de vue-là, des délibérations qui sont concordantes de Thionville jusqu'à Épinal. Donc sur la liaison vers le sud de la France, alors même que, d'ailleurs, les Lorrains du Nord pourraient avoir plus de facilité, finalement, à accrocher le passage par Strasbourg avec une distance moins importante en termes de temps que les Lorrains du Sud. Donc, je reconnais et je salue le fait que l'unité lorraine, elle se fait aussi dans un objectif de cohérence, de cohésion même de l'ensemble de la région. Donc, je ne vois pas sur ce sujet-là, en tout cas, de discordance ou d'expressions divergentes. Moi, j'ai toujours veillé, par exemple, à ne pas parler que du Nancy-Lyon. Moi, à chaque fois que je m'exprime, je parle du Lorraine-Lyon et je parle bien de Metz, Nancy, Lyon, puisque là, nous avons exactement le même intérêt, nous le travaillons ensemble. Mais je le dis de façon réversible d'ailleurs, quand on parle du sud, je demande aussi, quand on parle du nord, pardon, je demande aussi que quand on parle des liaisons vers Luxembourg, on ne parle pas que de Metz-Luxembourg, mais qu'on parle bien de Nancy, Metz, Thionville, Luxembourg. La solidarité régionale, elle vaut vers le sud, elle vaut aussi vers le nord. Et de ce point de vue-là, là encore, le Grenelle des mobilités de la région Grand Est a ouvert le sujet. Le réseau express métropolitain européen, nous avons répondu tous ensemble, les 5, donc Michel Heinrich, Patrick Nardin, François Grosdidier, Pierre Cuny et moi-même, nous avons écrit d'abord à Emmanuel Macron lorsqu'il a annoncé les RER de région à la fin de l'année 2022. Nous lui avons immédiatement écrit pour positionner le sillon lorrain candidat
à un RER régional ou un REM lorrain. Lorsqu'Elisabeth Borne a confirmé les crédits disponibles il y a quelques semaines pour les nouvelles liaisons régionales, nous avons écrit à Elisabeth Borne immédiatement, tous les 5, pour lui dire que nous souhaitions le positionnement du réseau express métropolitain européen lorrain, donc Nancy-Luxembourg, dans les meilleurs délais. C'est une des lignes ferroviaires, sinon la ligne ferroviaire la plus empruntée aujourd'hui, hein, du nord de la Lorraine vers Luxembourg, avec l'augmentation encore attendue d'ici 2040 du nombre de travailleurs frontaliers, l'impact de plus en plus important vers le sud, les conditions extrêmement dégradées de circulation aujourd'hui, que ce soit sur la 31 ou par le train, malgré les efforts de la région, sont une vraie difficulté chaque jour pour celles et ceux qui vont travailler au Luxembourg. Donc il y a un vrai sujet, et ce sujet-là, il est vraiment porté à l'échelle du sillon lorrain. Et je crois en tout cas, c'est ainsi que je le perçois, et y compris, je le dis en étant actuellement le président en exercice du sillon lorrain, comme un sujet partagé d'Épinal à Thionville. Ouvrant, si vous voulez bien, une séquence politique nationale maintenant. Donc vous êtes toujours au Parti socialiste, vous l'avez dit actuellement, mais où au Parti socialiste? Eh bien, au Parti socialiste. Vous savez, ça fait bientôt 32 ans que je suis militant du Parti socialiste, et j'ai commencé au Parti socialiste en Moselle, à la section de Sarreguemines, et j'ai toujours porté cette conviction que la justice sociale, la solidarité, les libertés étaient les conditions que le développement économique et le développement tout court de nos territoires et de notre pays, comme de l'Union européenne, ne pourrait se faire qu'à condition que le plus grand nombre puisse y prendre part, puisse en bénéficier des fruits. C'est une conviction simple, finalement assez élémentaire, mais elle continue à m'animer aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je reste fidèle, malgré les difficultés, à ma famille politique, et je n'entends pas en changer. Il y a des débats, comme toujours, très longs, et nous n'avons jamais été, de ce point de vue-là, un parti avare de controverses de toute nature depuis que j'y suis, et même bien avant que j'y sois. Aujourd'hui, il me semble, là encore je laisse chacun juger, que la gauche, si elle n'est pas unie, elle perd. Si elle ne se rassemble pas, elle ne gagne pas. Ça vaut à l'échelle locale, ça vaut à l'échelle régionale, ça vaut à l'échelle nationale. Vous ne trouverez pas d'exemple de victoire de la gauche sans rassemblement. Après, le rassemblement, il doit se faire sur la base de projets clairs, et c'est ce à quoi nous travaillons. Donc moi, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui, au sein du Parti socialiste, réfléchissent à un projet solide et structuré. Vous êtes en charge des conventions, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui vont permettre peut-être de rénover le logiciel UPS. C'est ce à quoi nous aspirons en tout cas, pour justement porter un projet qui soit un projet socialiste, écologiste, réaliste, qui s'intéresse à tous les aspects de la vie économique, sociale, citoyenne, en 2027. Donc il faut le faire en étant différent aussi, parce que moi je ne suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts, je ne suis certainement pas à la France Insoumise, ni au Parti communiste, je suis au Parti socialiste. Je peux travailler avec tout ce petit monde-là, à certaines conditions et dans certaines circonstances, mais je ne suis pas prêt à manger mon chapeau et à me ranger ou à me dissoudre dans un ensemble qui ne me ressemblerait pas. Voilà. L'ANUPS, donc vous étiez plutôt favorable pour les législatives à cette création. Le bilan, selon vous, donc ça a porté ses fruits certainement du point de vue électoral, mais maintenant, est-ce que cette alliance n'est pas un peu dans l'impasse? Comme vous l'avez dit, une élection arrive, donc vous faites le choix de vous allier ou pas pour porter vos couleurs à cette élection. Le choix a été fait de la NUP pour essayer de finalement sauver ce qui pouvait l'être, pardon de me remettre dans le contexte de l'époque, mais nous venions de faire 1,7% à l'élection présidentielle. J'ai voté pour Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle et je crois n'avoir jamais voté pour quelconque liste qui fasse un score si faible. Donc quel est l'état du Parti socialiste au lendemain de la présidentielle? Nous sommes en état de quasi-disparition. Donc le choix qui est fait, qui est porté par le premier secrétaire Olivier Faure du PS, de dire soit nous nous allions, soit nous disparaissons, eh bien, parfois on aurait préféré le faire dans d'autres conditions, préféré sans doute pouvoir peser plus lourd sur ce qui a été dit, mais c'est un choix de raison auquel je me suis, comme d'ailleurs beaucoup de maires, rallié pour permettre l'élection de députés de gauche à l'Assemblée nationale, pour que la démocratie vive et fonctionne. Maintenant,
juin 2022, c'est derrière nous. Mon horizon politique, enfin notre horizon politique, c'est les élections européennes. Donc la NUP, c'est terminé? Je ne sais pas si c'est terminé ou pas, mais je ne vais pas vivre avec les ratios de juin 2022 jusqu'à la fin de ma vie. Et d'ailleurs, dans la réalité des territoires aujourd'hui, si vous sortez de l'élection présidentielle et que vous regardez la carte de France politique, des villes, des départements, des régions, etc., le Parti socialiste, il pèse plus lourd que 1,7. Donc je veux aussi que soit pris en compte la réalité de ce que nous sommes au-delà d'un résultat à une élection. Et il faut construire d'abord un projet, encore une fois. Donc aux élections européennes, par exemple, pour moi, il est inimaginable, mais totalement inimaginable, de me retrouver sur une liste avec la France insoumise. Car sur les enjeux européens, je ne partage pas la perspective de la France insoumise. Donc ça, c'est des choses qui sont clairement dites. Il faut y travailler pour faire en sorte que l'alliance, et j'espère une alliance entre les socialistes et les écologistes, de ce point de vue-là. Pour les européennes. Pour les élections européennes, parce que c'est une alliance qui aurait du sens à l'égard des valeurs européennes que nous avons en commun et de nos priorités sociales et écologiques aujourd'hui. Et puis travailler sur un projet pour que la gauche soit rassemblée en 2027. Et les outrances, j'allais dire, de Jean-Luc Mélenchon, vous avez bien compris que LFI, ce n'était pas spécialement votre tasse de thé, mais les déclarations parfois intempestives aussi d'une Sandrine Rousseau, est-ce que ça vous pose problème ou pas? Il y a 1000 choses qui me posent problème dans la vie politique. Enfin, vous savez, si je dois me tenir, pour déterminer mes convictions et mes choix stratégiques en tant qu'élu, que militant, si je dois m'en tenir uniquement à ce que disent les uns et les autres, d'abord, ça serait faire preuve de beaucoup de versatilité. Il faut avoir la nuque raide. Et il faut aussi entendre ceux qui ont des discours qui portent et qui font sens. Alors il y a des tas de gens qui s'expriment avec lesquels je me retrouve, des expressions dans lesquelles je ne me retrouve pas forcément, mais je sais que dans un parti, dans une société, voilà, cette diversité-là, elle existe et on fait avec. Il faut avoir des limites. Voilà. La question européenne, par exemple, c'est une limite, ou plutôt une borne, qui pour moi est absolument... Pourtant, sans revenir vers le passé, ça ne nous a pas posé problème au moment des législatives. Est-ce que les électeurs peuvent comprendre ce pas de deux en disant la position des LFI aux européennes, ça ne me posait pas de problème pour les législatives, on y allait, et là, ça vous pose problème? Parce qu'il s'agissait d'une élection législative, encore une fois, on parle... Oui, mais quand même, l'Europe, c'est quand même... Mais est-ce que ça vous pose problème qu'il y ait des élus LFI dans les conseils municipaux en France? Enfin, je veux dire, ça fait bouger l'oreille de personne de retrouver des élus LFI ou dans des régions, dans des départements ou dans des municipalités. Là, c'est faire cause commune, évidemment. Ils sont élus sur un projet local. Donc, un projet local sur un périmètre local. Un projet européen, c'est un périmètre européen. Et donc, à l'échelle d'un périmètre européen, je regarde les positions européennes des uns et des autres. À l'échelle du Parlement français, bien sûr, dans l'absolu, j'aurais préféré que ce soit la candidate socialiste qui soit en tête de la gauche à l'élection présidentielle, de façon à ce que ce soit autour du projet socialiste que s'ordonne l'alliance de gauche aux législatives. Mais enfin, les électeurs ont voté. Ils ont généré un ordre, finalement, entre les différents candidats à l'élection présidentielle qui se duplique à l'élection législative. Et pour que ça ne se duplique pas mathématiquement, nous avons choisi l'alliance de la gauche. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux simplement que nous nous donnions pour perspective que ces valeurs que nous portons, dans le débat politique aujourd'hui, c'est quand même, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, je le ressens mal. Nous avons un pays qui va extrêmement mal, un pouvoir hyper vertical qui fait comme si de rien n'était. On nous avait promis, et Emmanuel Macron, il avait de l'or dans les mains à son élection en 2017. Il avait la capacité à être le président qui allait pouvoir enfin transformer le système. De l'or, il a fait du plomb de ce point de vue-là. Il reproduit aujourd'hui j'allais dire, ce que la Ve République verticale produit de plus classique, de plus traditionnel. Où est la nouvelle façon de faire la politique, celle qui était promise à l'époque et que l'élection de ce jeune président ne venant d'aucun parti pouvait finalement laisser espérer dans une impasse. Donc on va se retrouver à la fin du quinquennat avec globalement une alliance entre la droite et Renaissance, qui va nous donner une coalition, mais qui a toute sa légitimité, mais qui ne sera pas une coalition qui fait turbuler le système. Et il faut bien, à côté de cela, qu'il y ait d'autres perspectives.
Donc moi, ce que je souhaite, c'est que voilà, sur les enjeux sociaux, les enjeux écologiques, les enjeux de sécurité, les enjeux de liberté publique, les enjeux européens, nous ayons de la clarté et des convictions. Dernier mot peut-être sur le PS. L'hypothèse Bernard Cazeneuve, ça vous parle ou pas? Entre la première partie et la deuxième partie de votre question, Bernard Cazeneuve a quitté le PS. Oui, enfin, donc le fait de vouloir reconstruire un parti... Mais bien sûr, moi j'aime beaucoup Bernard Cazeneuve, j'ai aucun problème à pouvoir travailler avec lui, et tant mieux s'il y a plein de vocations. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de vocations pour reprendre le flambeau de la gauche, ça veut dire qu'il y a encore une gauche qui vit. Vous n'y croyez pas à son initiative? Parce que sur le principe, vous n'y croyez pas, enfin sur le fondement de ce qu'il porte, ou c'est parce qu'il le porte en dehors du parti? Non, c'est-à-dire que moi je crois profondément qu'il faut qu'on regarde devant nous. Je ne pense pas que la gauche puisse revenir uniquement j'allais dire, mettant en valeur le passé. Le quinquennat de François Hollande a été un moment à la fois qui a porté des réformes importantes, qui a été un moment aussi difficile pour la gauche parfois, il faut le reconnaître, pour des tas de raisons, on n'a pas le temps d'épiloguer ce matin sur le sujet. Moi, j'ai envie aujourd'hui qu'on se projette vers l'avenir et que des Bernard Cazeneuve, des Martine Aubry, des Lionel Jospin, des Ségolène Royal, et qui voudra participe aujourd'hui à porter cette nouvelle génération. Et je pense qu'il a de ce point de vue-là toute sa place pour le faire. Merci pour ce tour d'horizon, Mathieu Klein. Merci à vous. L'heure tourne, il est temps maintenant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions parmi vous. Oui, monsieur, il y a un micro qui va vous être donné, voilà. Les villes thermales s'accompagnent traditionnellement d'un casino. Ah, le casino, ça faisait longtemps. Est-ce que c'est un sujet aussi à Nancy? Pour son maire, non. Non, j'ai exprimé, je crois que c'était d'ailleurs dès la campagne municipale, puisque ce sujet était apparu subrepticement à la fin de la campagne, que je n'étais pas en demande de la création d'un casino. D'abord, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la législation ne le permet absolument pas, puisque déjà, il faut être dans une agglomération qui dépasse les 500 000 habitants, ce qui n'est pas encore le cas du Grand Nancy. Et puis, tout un tas d'autres contraintes réglementaires que nous ne remplissons pas. Donc ça, c'est une bonne part de la raison pour laquelle cela ne se fera pas. Et d'autre part, j'ai la faiblesse de penser qu'on peut faire du thermalisme sans les jeux d'argent. Et que dans les changements, les évolutions de la société aujourd'hui, ce n'est peut-être plus indispensable d'en passer par là pour cocher la case ville thermale. Oui, devant. Patricia Lecoq pour Orange. Bonjour, Monsieur le Président. Vous nous avez très bien exposé les enjeux en termes de mobilité, de piétonisation du territoire. À votre avis, l'étape d'après, en termes de territoire intelligent, territoire durable, que cela serait, à votre avis, pour le Grand Nancy? Moi, je pense que l'étape d'après, c'est justement le travail à l'échelle du bon territoire. Aujourd'hui, bon, c'est l'histoire qui veut ça, la métropole du Grand Nancy, c'est une toute petite métropole. C'est une métropole de 265 000 habitants, de 20 communes, qui n'a en fait pas de couronne rurale ou même industrielle en son sein. Donc il y a parfois une distorsion finalement entre les compétences et les responsabilités de la métropole et la taille et les ressources donc dont elle dispose pour les exercer. Si on veut parler de mobilité par exemple, on va continuer à parler de mobilité, mais il faut le faire au moins à l'échelle de la métropole et des intercommunalités qui lui sont directement, les intercommunalités industrielles notamment, qui lui sont directement voisines. Donc nous sommes en train de travailler avec les élus. Là encore, sans parler d'intégration, fusion, absorption, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas le comment, c'est le quoi. Et comment fait-on en sorte qu'il n'y ait par exemple plus de rupture de charge, pour parler très concrètement, pour l'habitant de Neuve-Maisons qui vient se rendre au centre-ville de Nancy, de Dombasle ou de Pompée, qu'il n'y ait plus de rupture de charge
et que cette absence de rupture de charge dans les transports, ce ne soit pas un transport suburbain qui mette un temps infini à atteindre l'objectif final et qui, du coup, n'est emprunté que par ceux qui ont le temps. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir des réseaux de mobilité aujourd'hui à l'échelle du bassin de vie. Et ce qui vaut pour la mobilité vaut aussi, d'ailleurs, par exemple, pour l'autonomie alimentaire territoriale, où là, on a un enjeu d'autosuffisance ou au moins d'autonomie à renforcer. Mais il faut le faire à la bonne échelle. Donc, ce sera une étape de la discussion à venir. André Boussert. Donc, une remarque et une question concernant la mobilité au niveau ferroviaire ou autoroutier. Il ne faut pas oublier l'intervention aussi de Lorraine Impact Mobilité, parce que je vous ai entendu parler que des élus, mais le monde économique a su se mobiliser sur le sujet. Maintenant, au niveau, encore sur la mobilité, qu'en est-il des réflexions sur la ZFE sur Nancy? Alors effectivement... zone à faible émission. Oui, tout à fait. Lorraine Impact Mobilité a joué un rôle important. Ils étaient d'ailleurs présents à nos côtés, place Simone Veil, il y a quelques jours, et j'ai pu les rencontrer pour échanger sur ces vues communes, hein, que ce soit d'ailleurs sur la desserte ferroviaire et sur la 31, le projet de la 31 qui se divise en 3 tronçons différents et qui au sud a notamment aujourd'hui besoin d'avoir une validation, une confirmation qui fait encore défaut. La ZFE, moi j'ai choisi d'avoir une approche, je vais la qualifier de pragmatique. D'abord, nous ne sommes pas en avance de phase, nous la mettrons en œuvre au moment où la loi la rendra obligatoire, c'est-à-dire au 1er janvier 2025. Aujourd'hui, il apparaît dans les différentes simulations qui ont été faites que à l'horizon du 1er janvier 2025, ce sont 9% des véhicules actuellement en circulation sur le bassin de mobilité du Grand Nancy, donc un peu plus large que le Grand Nancy, qui pourraient être concernés par une interdiction de circulation. Donc c'est à la fois beaucoup et une minorité, donc il faut le traiter. Ce que je dis et que je répète inlassablement, c'est que tant que la France n'aura pas changé de modèle par rapport à la conversion thermique des véhicules, le compte n'y sera pas. Vous avez beau donner 6, 7 ou 8 000 euros de prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule qui vaut 25, 30, 35 ou au-delà à un ménage de la classe moyenne, ça ne changera pas son incapacité à basculer. C'est un effet d'aubaine pour ceux pour qui, voilà, ça ferait un petit plus, mais ils auraient finalement changé sans aide, et c'est insuffisant pour la plupart des ménages qui, eux, ne vont pas pouvoir changer malgré l'aide. Donc il y a là aujourd'hui une distorsion, et tant qu'on n'aura pas traité ce sujet-là, eh bien, on restera avec un risque d'inégalité, alors même que les ZFE, parce que rappelons qu'au départ, la ZFE, c'est une question de santé publique. C'est d'abord pour réduire l'impact de la pollution aux particules fines pour les habitants et les personnes qui vivent et travaillent dans les centres-villes, dans les centres métropolitains, que cela a été pensé. Donc cet objectif, moi je le partage pleinement, mais il faut revoir la méthode pour y accéder. Dominique Gros. J'aurais 2 questions. La première concerne ce que j'ai lu dans le site de la semaine, que la ville de Nancy était décidée à s'organiser pour sélectionner en quelque sorte un certain nombre de commerces en ville et singulièrement de faire la chasse à la malbouffe et au commerce de bouffe de viande grasse et avec plastique à la clé. Alors ça, j'admire beaucoup parce que je ne sais pas comment vous allez faire et j'aimerais bien en savoir plus. Et ma deuxième question concerne le bassin de Pompée. Nancy, comme tu l'as dit, est une petite métropole, à bien des égards, comme Metz aussi d'ailleurs, puisque son bassin naturel de population n'est pas dans la métropole complètement. C'est en particulier celui du bassin de Pompée, et c'était pour des raisons historiquement politiques. En fait, autrefois, maintenant que Roussillon est à la retraite et que tu es là, est-ce que la solution n'est pas de faire évoluer les choses, hein, comme nous ici, on a tenté de le faire sans succès à l'époque, hein, c'est-à-dire de faire correspondre le bassin de vie et le bassin d'activité économique, parce que sinon Nancy se trouve avec ses spécialités universitaires de très haut niveau, médical, et puis un peu éloigné de son territoire réel.
Alors, sur l'enjeu aujourd'hui de réguler le commerce de centre-ville, nous avons adopté en conseil municipal, il y a un peu plus d'1 an maintenant, une disposition qui existe depuis la loi Dutreil, hein, donc c'est une disposition qui existe depuis la fin des années 90, 96 exactement, je crois, de mémoire, qui donne la possibilité aux villes de préempter lors de l'acquisition d'un bail commercial par un nouvel exploitant, de préempter en cas de désaccord sur l'usage. Un exemple, et c'est celui que nous mettons en œuvre, 11 rue Saint-Jean très précisément à Nancy, existait pendant longtemps un bar tabac PMU qui a cessé son activité et dont la destination, la vente a été faite au profit d'un burger ou kebab, je ne sais plus. Et lorsque ce dispositif de la loi Dutreil est mis en œuvre, il y a une obligation d'information à la ville de toutes les perspectives de cession. Ce qui n'est pas le cas quand tu n'as pas activé ce dispositif. Donc nous avons été informés, comme c'est la réglementation, et nous avons donc mis le pied dans la porte pour dire non, je ne souhaite pas que cet espace-là devienne un énième burger kebab. Donc nous avons préempté, et nous venons là de voter ces jours-ci au conseil municipal une délibération, lançant un appel à projet pour maintenant sélectionner, entre guillemets, une activité commerciale qui va nous donner la perspective de participer à cette diversification du commerce de centre-ville. Alors évidemment, ça s'est accompagné aussi de la mise en place de la taxe sur les locaux commerciaux vacants. Alors, au bout de 2 ans, hein, ce n'est pas une taxe qui s'abat outrageusement dès le premier cliquet. S'il y a 2 ans, au bout de 2 ans et de 2 ans de procédure d'information, de questions aux propriétaires, s'il n'y a pas de réponse ou pas de perspective, une taxe est mise en place. Ça a pour l'instant permis la remise en service de quelques commerces qui étaient vides depuis très longtemps. Mais ce sont des outils qui sont évidemment liés aussi à la capacité économique du territoire. Je ne vais pas pouvoir acheter tous les commerces vacants ou qui changent de propriétaire de la ville, malheureusement. Donc nous avons aussi un outil qui est une SEM, qui s'appelle Nancy Défi, qui a été mise en place par mon prédécesseur et qui aujourd'hui doit faire l'objet d'une recapitalisation parce qu'elle est insuffisamment capitalisée. C'est un outil pour le coup, acheter des immeubles, traiter le rez-de-chaussée commercial et en même temps rénover les étages pour que les appartements puissent être remis sur le marché immobilier. Parce que souvent, et vous l'avez aussi à Metz, mais dans toutes les villes de France, vous avez des rez-de-chaussée commerciaux qui sont en plus ou moins bon état et des immeubles vides ou non exploités parce que les propriétaires n'ont pas la possibilité ou l'envie, enfin que sais-je, après ça je ne suis pas là pour en juger, de remettre en activité l'ensemble du bâtiment. Donc cette SEM, elle est financée par la ville, la métropole, quelques actionnaires privés et elle va en fait sur un certain nombre d'opérations. On en a une assez emblématique en ce moment sur un immeuble d'Ivaxeller, rue Saint-Dizier, qui va bientôt être remis sur le marché avec une belle signature à la clé. Vous en saurez plus dans quelques jours à ce sujet-là. Et la deuxième question, Dominique, sur le bassin de vie, je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que ça reprend en partie ce que je disais précédemment. Il y a une question d'aire pertinente, il y a des questions politiques, mais les changements de majorité ne suffisent pas en un claquement de doigts à transformer les choses. Mais moi, c'est pour ça que je suis plutôt un partisan de la politique par l'exemple. Donc on a commencé par les transports. On a hérité d'un vieux syndicat mixte des transports suburbains qui a fait son office, mais voilà, qui doit vocation aujourd'hui à changer, et avec une perspective de créer un nouveau groupement entre la métropole, Pompée, Dombasle, Neuve-Maisons et Seille et Grand Couronné, pour créer là un outil performant pour gérer les mobilités à l'échelle de Nancy et de toute la première couronne. Si on franchit cette étape correctement, on pourra discuter de la suite. Allez, ultime question. Frédéric Schnur. Une question au niveau de... Je suis désolé, je reviens sur les mobilités, mais les mobilités à l'échelle du citoyen, de l'habitant. Le nombre de véhicules électriques est amené à monter grandement en puissance, mais la ville, les bâtiments, qu'ils soient d'ailleurs publics ou non, ne sont pas prêts à accueillir l'intégralité des véhicules pour pouvoir les brancher.
à l'échelle du Grand Nancy, ou peut-être que c'est peut-être pas le bon maillon, le bon échelon. Qu'est-ce qui est projeté? Est-ce qu'il y a un plan qui est en cours pour accompagner les copropriétés, pour mettre en place quelque chose au niveau des bâtiments publics? Comment on amène finalement la capacité de chacun à demain avoir l'énergie nécessaire à se déplacer en véhicule? Alors oui, nous avons mis en place un schéma qui a été d'ailleurs délibéré il y a, je crois, 2 ou 3 mois en conseil métropolitain pour le développement des bornes de recharge dans l'espace public et l'accompagnement des projets de territoire. Donc c'est en train de se développer actuellement et de façon assez rapide. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que, si vous vous mettez à ma place, 30 ans en arrière, qu'auriez-vous répondu à une question, Monsieur le maire, Monsieur le Président, êtes-vous prêt à financer l'installation de stations-service sur votre territoire? Vous m'auriez sans doute répondu que peut-être ça n'est pas directement à la puissance publique de venir investir pour favoriser l'accès à l'essence, au gasoil. Et dans des territoires dans lesquels, sans la puissance publique, il n'y a rien, c'est son rôle. Alors là, pour le coup, c'est pleinement le rôle de solidarité territoriale. Dans des cœurs de ville, j'ai la faiblesse de penser que le marché est suffisamment dense pour que d'autres que l'argent public viennent installer de quoi recharger sa voiture. Maintenant, on est dans cette période de mutation, donc il faut je dis cela non pas comme un coup près, parce que nous accompagnons pour justement être un peu l'effet levier. Mais j'ai des questions qui me sont régulièrement posées. Là, récemment, j'ai été interrogé par des habitants qui voulaient me faire installer plus précisément, une sorte de petit dôme en plastique sur le trottoir pour qu'ils puissent brancher leur véhicule au deuxième sur la prise de courant de l'appart, jusque dans la rue, avec des protections en plastique pour le fil. Goulotte. Voilà, une sorte de goulotte. Donc j'ai dit que ce n'était pas possible, et j'ai dit, mais vous imaginez que toute la ville remplie de fils, et donc non, c'est pas possible. Donc bien sûr, quand on est dans un appartement, dans une copro, ce n'est pas la même possibilité que quand vous avez une borne de recharge individuelle dans votre garage ou sur votre terrain. C'est certain, je pourrais, et là, je ne sais pas quel maire, s'il y a un maire à la solution pour ça, moi je suis preneur. Donc il faut installer sur les parkings, dans les espaces publics, c'est ce que nous faisons, mais il faut que aussi chacun, entre guillemets, fasse en fonction de son environnement de vie. Donc il existe, maintenant, regardez, même pas 6 mois, toutes les stations-service de France sur les autoroutes ont été équipées. On est parti de quasiment rien, et en 6 mois de temps, il n'y en a plus une maintenant qui n'a pas sa dizaine, quinzaine, vingtaine de bornes. Donc je pense que le marché est là aujourd'hui, l'augmentation de la vente des véhicules électriques l'accompagne, et il faut que la ville, la métropole, facilite finalement les installations, c'est ce que je crois nous faisons, mais il est clair qu'aujourd'hui on a un décalage, ça c'est vrai, entre l'accélération soudaine de la vente de véhicules électriques et le niveau d'équipement en borne dans l'espace public. Donc les choses vont se réguler. Merci Mathieu Klein, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On est venu ici jusqu'à Metz pour cette édition de Sans Filtre, menée en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, Orange, le créateur Joël Bianchi et Wise Vision. Prochain rendez-vous le 27 juin. Nous accueillerons donc le maire de Metz et président de Metz Métropole, François Grosdidier. À bientôt.